si je vous dis l'Union de 1532? Vous me répondrez Bretagne. Avant 1532, la Bretagne était un duché. Elle était indépendante car elle avait une autonomie des ducs et duchesses qui gouvernaient, mais il restait tout de même attaché au royaume de France par la vassalité des ducs et duchesses au roi de France, c'est-à-dire une dépendance au roi de France. C'est dès l'époque carolingienne que la Bretagne fait partie de la Francie occidentale, ce qui sera en quelque sorte la matrice du futur royaume de France avec la Bretagne incluse dedans. En 1532, la Bretagne est intégrée dans le domaine royal, avec le statut de province, et il y a ainsi la disparition des ducs de Bretagne. Tout ça, c'est l'aboutissement d'un processus. Mais quel est ce processus en lui-même? Ça a débuté par un bras de fer entre roi de France et duc breton, de la maison de Montfort. Cette famille a fait l'expérience de la volonté des rois de France de réunir la France et la Bretagne. C'est-à-dire que, à un moment donné, la France a voulu rattacher les provinces, les grandes principautés qu'elle avait dans ses alentours, comme la Normandie, le duché de Normandie, le duché de Bretagne. Et ceci s'est développé à partir de la deuxième moitié du XVe siècle. Les rois de France montrent leur ambition envers la Bretagne. Pourquoi à cet instant-là? C'est parce que la guerre franco-anglaise, la guerre de 100 ans, venait de mettre un point final, de finir. Ainsi, les rois de France commencent à s'intéresser à l'union de la France avec la Bretagne, plutôt de la Bretagne avec la France. L'objectif de la France étant de rallier la Bretagne et la Provence, qui sont des duchés périphériques. Il y a donc apparition d'une pression sur les rois de ces duchés. Les ducs de Bretagne ont bénéficié d'un temps plus long pour développer leur duché, qu'ils ont des structures étatiques instaurées, une monnaie, des impôts, une armée et une diplomatie. C'est permis par la baisse du sentiment de vassalité des ducs envers le roi de France. Et ils lui doivent un respect, un hommage lige, mais ça se diminue, il y a une forte baisse sous Jean IV de 1364 à 1399. Les régimes longs de ces ducs de Bretagne permettent de doter celle-ci politiquement, d'en faire un duché autonome qui n'est plus sur les institutions françaises, qui ne les suit plus réellement. La Bretagne est une région riche, un outil d'administration moderne. À partir de Louis XI, il y a un processus d'annexion de la Bretagne en faveur du roi de France en 1532 pour 4 raisons principales. Les grandes familles de la noblesse bretonne sont rivales avec la famille des Montfort, donc les familles Rohan, Penthièvre, Laval ou encore Rieux. Deuxième raison, les provocations de François II, en particulier en politique étrangère. François II, duc de Bretagne, bien sûr. Il a fait des alliances avec les monarques étrangers qui sont ennemis des rois de France. Troisième raison, le mariage de Anne, la fille de François II. Attention, en Bretagne, il n'y a pas de loi salique. Il est donc question de son mariage, qui est un enjeu politique. Et ils font donc arrimer la Bretagne au pays de Galles, parce que François II a conclu le mariage de Anne de Bretagne au prince de Galles. Les fiançailles ont été faites, mais c'est vu comme une provocation par Charles VIII, le roi de France, qui envahit la Bretagne. Et la quatrième raison, il y a une infériorité militaire de François II. C'est un désastre pour le duc de Bretagne. À la bataille de Saint-Aubin de Cormier, le 28 juillet 1488. Et ce même duc de Bretagne, François II, était mourant et il meurt le 9 septembre. Anne devient duchesse à 12 ans. Et le duché est vaincu militairement.
Il n'y a plus de mariage sans le consentement du roi de France. C'est l'accord du verger. Mais après cette défaite, la famille de Anne de Bretagne ne veut pas renoncer. Elle tente un mariage avec l'héritier de la famille des Habsbourg, Maximilien de Habsbourg. Le mariage est célébré par procuration, célébré religieusement. Le mari n'étant pas sur place, donc il est par procuration. Cela déclenche une nouvelle guerre de 1490 à 1491, avec la fureur de Charles VIII. Anne se retrouve assiégée à Rennes par l'armée du roi. Anne de Bretagne accepte d'épouser Charles VIII pour épargner le duché, et c'est également une décision très réfléchie parce qu'elle prend une sorte de contrôle sur la situation. Elle se livre elle-même, mais en même temps, elle garde le duché. Elle empêche Charles VIII de faire plus de dégâts dans son duché. Et il y a les fiançailles au couvent des Jacobins, à Rennes, puis mariage au bord de la Loire. Donc, tout est fait. La duchesse reste administrer la Bretagne et le roi reste administrer la France. Donc, chacun a son domaine, mais Anne de Bretagne ne retourne presque plus en Bretagne. Elle reste en France pour le reste de sa vie et Charles est en capacité de dicter sa politique. Et le peuple du duché des personnes qui lui sont favorables. Il peuple le duché de personnes qui lui sont favorables. Bien sûr, c'est logique. Il met des personnes qui sont en faveur de Charles VIII, en faveur du roi de France pour administrer la Bretagne. En 1498, Charles VIII meurt. Anne devient donc veuve. Mais la monarchie ne peut pas laisser la Bretagne seule. Elle ne peut pas laisser la Bretagne s'éloigner. Donc, il y a un plan. Le nouveau roi de France, Louis XII. Anne devrait l'épouser, mais Louis XII est déjà marié, donc ils vont voir le pape. Il casse le mariage de Louis XII, et donc il peut se marier avec Anne de Bretagne. En 1498, bien sûr. Et il réussit à conserver l'autonomie de la province, la singularité de la Bretagne. Parce que malgré son mariage, Anne de Bretagne a toujours la Bretagne en tête. Elle est toujours à chercher à lui faire conserver l'autonomie et à garder une partie en tout cas de son indépendance. En 1499, il y a un véritable coup politique de la part de Anne. Elle réussit à obtenir des dispositions successorales qui préservent l'autonomie bretonne. Après sa mort et celle de son mari, la couronne de France revient au fils aîné et la couronne de Bretagne revient, ou en tout cas la direction de la Bretagne, revient au fils cadet. Ainsi, Anne arrive à séparer la gestion des deux territoires. C'était un très bon plan, mais dommage, il ne fonctionne pas. Parce que tous ses fils sont morts, elle a eu en tout 4 enfants, 2 sont morts et les 2 qu'il reste sont des filles. Claude et René. Donc là, durant la fin de sa vie, Anne se retrouve dans l'inquiétude de sa succession et elle met une pression pour que son aîné, Claude, épouse un roi de France. En 1506, il y a les fiançailles de Claude avec François d'Angoulême, qui deviendra François Ier. Et en 1514, il y a le mariage. Et également la mort de Anne, quelque peu avant. La duchesse de Bretagne, par sa mère, devient Claude. Mais elle est également reine de France. Et que fait Claude ? Claude donne l'usufruit de la Bretagne à François Ier. L'union personnelle se fragilise. Tout ce que Anne avait entrepris se fragilise parce que Claude donne la gestion de la Bretagne à François Ier, roi de France.